Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, gros plaisir, on accueille Grégoire Gambato. Salut. Trop cool, trop sympa que tu aies accepté l'invitation. Pour la petite anecdote, c'est une ancienne invitée, Camille Coco, qui a commenté un de tes posts, du coup sur LinkedIn, où tu avais envie de parler d'échecs. Elle m'a tagué dessus et comme quoi, tu réponds à tous tes commentaires et t'es ultra accessible et donc ça fait ultra plaisir. Ouais, écoute, oui, en fait, alors je réponds pas à tous mes commentaires, j'ai failli le louper, généralement je réponds aux 50 premiers, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, trop bien, un podcast, et en effet, oui, je vais écrire un bouquin avec un ami entrepreneur sur les pires situations de ma vie, et c'est vrai que le format audio est assez ouf aussi, donc j'étais grave chaud. Trop bien, et ben on va passer un super moment, Greg. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs, du coup, ceux qui ne te connaissent pas ? Du coup, moi, je m'appelle Grégoire Gambato, je suis le CEO et cofondateur de la société Germinal. Alors, Germinal, c'est une petite boîte que j'ai lancée en mars 2018 avec Paco et Benjamin, mes deux cofondateurs. Au début, on faisait vraiment du service en growth, donc en acquisition client en ligne. On a eu une bonne première année, on a fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, on a fait 2 millions la deuxième. Et là, on a lancé l'Antichambre. En gros, c'est un logiciel, en fait, c'est une école en ligne, donc sous forme de logiciel. En gros, notre ambition, c'est d'apprendre à exécuter. Donc, on aide les gens à exécuter plus vite leur stratégie d'acquisition en ligne. Et on l'a lancé donc en mode SaaS. Et on est content parce qu'on a atteint les 70 000 euros hors taxe de revenus récurrents en 4 mois. Et du coup, aujourd'hui, on a notre activité de service qu'on fait plus bouger, on a stabilisé. Et l'objectif, c'est de faire grossir cette partie-là au maximum. Monstrueux. Et vous avez plus de bureau depuis le confinement, j'ai vu. C'est ça, exactement. Alors, en gros, avec le confinement, comme un peu tout le monde, on s'est retrouvé en télétravail, hein. Grosse ambiance. Moi, j'étais au ski, donc j'étais content. J'étais dans une station de ski où il n'y avait absolument personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du confinement, j'appelle mon RH, Kevin, et je lui dis, écoute, gros, moi, je suis bien là en télétravail. Enfin, j'ai vraiment vécu ma meilleure vie. Il dit, bah écoute, moi aussi, du coup, on va proposer à l'équipe, et on a proposé aux gens, est-ce que vous voulez qu'on passe en télétravail complet? Et on a 70% des gens qui ont dit carrément, 30% qui ont dit avoir. Du coup, on est passé en télétravail un mois pour tester de mi-mai à mi-juin, et on a décidé de passer en télétravail ad vitam aeternam, et du coup, tout le monde est en télétravail. Il y en a même plusieurs qui ont déménagé, on en a même un qui fait le tour d'Europe, hein, Théophile, qui est, à chaque fois que tu l'appelles, il est dans un pays différent. Et voilà, et moi maintenant, je monte que 2 jours par mois à Paris, et sinon, je vis à Grenoble, dans mon petit appart en colocation à l'île verte. Voilà. Eh ben écoute, on rentre dans le vif tout de suite, Greg. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition de l'échec ? Comment tu vois l'échec aujourd'hui ? Alors pour moi, l'échec, c'est assez simplement, c'est quand t'as un objectif que t'arrives pas à atteindre, mais alors pas du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça, c'est quand t'as une expectation, enfin une attente. Excusez-moi, le mec qui fait genre, Le mec, le franglais, quoi. Oh là là, il est tellement CEO, bilingue, quoi. tu sais, mec. Alors que je sais pas parler. Quand on me demande de parler qu'anglais, je me mets à bégayer, hein, t'inquiète. Mais en gros, non, quand t'as des attentes qui sont hyper élevées, enfin qui sont élevées, et qu'en fait t'arrives vraiment bien en dessous, et que t'as un sentiment que intérieurement ça te fait très mal. C'est ça pour moi un échec à proprement parler. Enfin, c'est ma définition, c'est grosses attentes, un truc important pour toi que t'arrives pas du tout à atteindre et où ça te fait vraiment souffrir. Pour moi, s'il y a pas de souffrance, et je le relativise d'une certaine façon, même si on peut considérer qu'il y a l'échec sans souffrance, attention. Mais pour moi, quand on me parle d'échec, quand on me dit c'est quoi tes gros échecs, je pense à ces moments où je me suis senti vraiment très très mal et où mon objectif, je me suis rendu compte que j'allais pas l'atteindre, ou que je l'avais pas atteint ou que j'allais pas l'atteindre. C'est vraiment ça pour moi ma définition. Ok, clairement. La non-atteinte d'objectif avec un sentiment de douleur au fond de toi, du coup. Ouais, bien aigu, ouais. Tu sais, tu peux les noter comme ça. Tu sais, genre, tu vois, je m'en souviens, c'est comme ça que je me les remémore. Je me dis, allez, c'est quoi ces moments où t'as bien pris cher? Et voilà. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, du coup ? C'est quoi le moment où t'as pris cher à l'époque, là ? Où tu t'es senti mal ? Et où t'as appris, du coup ? Ouais, le moment où j'ai vraiment le plus pris cher, on en avait discuté un petit peu avant, là, j'ai réfléchi et j'ai eu plein de situations pourries où je me sentais mal, etc. Et où j'ai appris des trucs, mais vraiment le moment où c'était horrible, c'est quand j'ai loupé mes concours d'école de commerce. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup un peu ouais, mais finalement, même à une époque, je disais non, mais en fait, je voulais pas vraiment aller en école de commerce, etc. Bullshit.
En gros, Trouver des petites excuses pour te ouais, non, mais j'ai eu rassurer. ma petite période de déni. Tu sais, genre, mais finalement, je voulais pas vraiment le faire. Et d'ailleurs, quand t'es dans le déni comme ça d'un truc, généralement, c'est mauvais signe. Tu vois, c'est que tu l'as pas totalement soigné. Et en gros, moi, en fait, j'ai une histoire de vie un peu particulière. Moi, mes parents sont, bon, mon père, il est enfin, mon grand-père, en fait, mes deux grands-parents sont venus d'Italie, ils ont bossé chez Vicat, donc en cimenterie. Donc, genre, ils ont arrêté l'école à 12 ans. Ma grand-mère a arrêté l'école à 12 ans. En fait, tous mes grands-parents ont arrêté l'école à 12 ans, grosso modo. Mon père a eu un BEP électricien. C'était un des mecs les plus diplômés de la famille. C'était genre incroyable. Et ma mère a le bac G pour ce genre. Donc, c'est l'intello, quoi. Genre, clairement. Et donc, mes parents savaient pas ce que c'était la prépa, connaissaient pas le système des grandes écoles, etc. Pas du tout. Ils en avaient entendu vaguement parler. Hein. Ils sont pas débiles, mais en gros, et donc j'ai fait mes études et là en terminale, je découvre que je peux faire une prépa et moi je savais pas ce que c'était une prépa. Vraiment, j'ai découvert le concept de CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, et j'ai découvert le concept de grandes écoles. J'ai entendu parler pour la première fois de ma vie d'HEC et de Polytechnique en terminale. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'étais conditionné pour les études, hein. Reconditionnement. Et là donc j'arrive en prépa et tout le monde me dit mec tu vas tenir 15 jours parce que je venais d'un lycée en ZEP. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Mistral là. Vous savez le rappeur là qui était arrêté incitation à la violence et compagnie. On en a parlé un petit peu à un moment d'une cité de Grenoble. En fait, il vient de Mistral. Et pour vous donner une info, il y a mon lycée. Il y a une route une route de ville hein, de 6 mètres de largeur et il y a Mistral. Donc en gros, mon lycée, voilà, est collé à une cité assez, ouais, assez, bon, c'est engagé quoi. Je veux dire, bon, il y a des heures où il faut pas traverser quoi. Je veux dire. Et moi, mon lycée, c'était un peu particulier, mais on va pas revenir dessus. Mais donc voilà, en gros, je demandais pas à ma copine de m'attendre devant le lycée, quoi. Genre, elle me disait, mais moi, je viens pas ici et tout. Et moi, je trouvais ça tout à fait naturel qu'il y ait des mecs qui deal, qu'il y ait des mecs qui se battent dans la cour. Enfin, pour moi, c'était assez logique et il s'avère que non, en fait. Bref, passons. Pour vous dire, on a eu qu'une seule mention très bien au bac sur 2 classes de S. Donc voilà, juste pour dire, tu sais, il y a des lycées, ils comptent le nombre de mentions très bien. Ils disent, on a eu 4 personnes sans mention très bien. Nous, on en a eu une, c'était Solène. Voilà, bien joué Solène. Du coup, j'arrive en prépa. Donc, premier jour, moi, je prends un mec et je le tire parce qu'il était sous un balcon. Tu sais, les balcons, là, les couleurs balcons. Je le tire et je dis, mec, tu vas te faire cracher dessus. Il me dit, gros, pourquoi? Je dis, mais mec, tu te fais cracher dessus. Enfin, quand t'es sous un couloir balcon, les gens te crachent dessus ou te jettent de l'eau ou normal, quoi, comme dans mon lycée, tu vois. Et moi, genre, non. Première soirée, j'arrive, un mec se fout de ma gueule parce que je suis italien, je lui mets un coup de tête. Normal, parce qu'il faut s'imposer physiquement. Si tu t'imposes pas physiquement, bah, les gens te respectent pas. Bon, il s'avère qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ouais, vous voyez l'ambiance un peu. Genre, le mec, il arrive, je mets des droites aux gens, tu sais, pour rigoler, je fais gaffe, fais gaffe, tu vas te faire cracher dessus, bref. Bon, il y avait 2, 3 codes que Quoi. j'avais pas. Voilà. J'arrive au lycée, on me dit, tu vas tenir 3 semaines, de toute façon, tu viens de ZEP. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'était horrible. Et du coup, là, premier épreuve de maths, je sors, tout le monde dit, ouais, moi, j'ai quasiment fini et tout. Moi, il me manquait 7 questions, les autres, il leur en manquait 3 et tout. Et là, rang premier copie, je majore le DS de maths avec 2 points d'avance. What the fuck? Sachant que les maths dans ma prépa, c'était coefficient 12 sur 30 au concours. Donc, en gros, c'était bon en maths. Et là, du coup, je me suis transformé complètement. Je suis devenu un mec avec les dents qui traînaient par terre, insupportable. Donc là, ouais, moi, je suis le meilleur. Enfin, vous voyez le boulard que j'ai, mais en pire, quoi. Donc là, je suis le patron. Les mecs qui ont des mauvaises notes en maths, je leur parle pas parce qu'ils sont pas intelligents. C'est bref, j'ai refondé complètement mon système de valeurs, mais genre comme les mecs élitistes, mais en pire, quoi. Tu vois, genre le mec de la campagne hyper élitiste et hyper pédant. Et là, donc je commence, j'ai des bonnes notes et tout, sauf dans certaines matières. J'étais bien classé au concours blanc, j'étais en moyenne 8e sur une quarantaine, entre 6e et 10e sur 40, etc. Bim, bim, bim. Bon, l'année se passe, je deviens toujours assez insupportable. Deuxième année, grosse remise en question. Est-ce que le système est bon en fait? Est-ce que les gens qui ont des bonnes notes en philo, c'est des grands philosophes? Est-ce que les gens qui ont des bonnes notes en maths, c'est vraiment des gens intelligents? Ça paraît basique, mais je me suis vraiment dit qu'en fait le système était chelou. Parce qu'en fait j'étais premier en maths, dernier en anglais. En anglais, ma prof en deuxième année m'insultait littéralement, se foutait de ma gueule, se moquait de moi devant tout le lycée, devant toute la classe, de mon accent, etc. J'étais vraiment nul à chier. Hein. Je tiens quand même à le préciser, j'étais sacrément nul. Et elle se moquait de moi. Et en maths, on me demandait mon avis sur les DS. Et je me souviens d'un truc, ce sera ma dernière anecdote, après je passe à la prépa. Et je me mets à perdre un peu confiance en moi, à douter, à être... C'était pas le travail, c'était vraiment, je me sentais pas bien. Et là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrive sur... comment dire? Sur sur un DS de maths où je commence à avoir des mauvaises notes. Et là, je me retrouve avec la prof de maths
J'ai une mauvaise note, deux mauvaises notes, je lève la main, je pose la question à un DS, et là, la prof de maths, ce qu'elle fait tout simplement, c'est qu'elle me dit non, mais Grégoire, allez réviser vos cours avant de poser des questions. Donc là, même là, je suis tombé en disgrâce parce que j'ai eu des mauvaises notes et du coup, pour la prof de maths, j'étais plus personne. Bref, hyper sympa. Et là, grosse magie du truc, du coup, j'arrive à mes concours un peu déprimé. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais faire GEM, Grenoble École de Management qui est à côté de chez moi, donc je présente pas les parisiennes. Je passe mes concours, ça se passe bien, j'avais bien révisé et tout, j'étais bien chaud. Et là, aucun résultat. Zéro. J'ai été pris dans aucune école. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu les pires notes de ma vie. Enfin, j'ai eu des notes horribles à toutes les matières, même en maths y compris, etc. Donc du coup, j'ai eu aucune école. Et là, c'est le vide parce qu'en gros, moi, je m'étais imaginé avoir une école et continuer ma vie à Gênes. Tu sais, je sais pas si tu vois ce truc où tu te projettes. Tu te dis, ok, Mhm. c'est sûr que j'ai cette école parce que j'avais des très bonnes notes par rapport à cette école. Donc je me vois arriver dans cette école et en fait, j'arrive et j'ai pas cette école. Tu fais des plans sur la comète et là tu chutes. Voilà, exactement. Et déjà, tu te sens pas très bien. C'est-à-dire, tu remets en question le système. Je me sentais pas bien vis-à-vis de mes camarades de classe, vis-à-vis de mes profs, alors que c'était des gens cool, hein, mais je trouvais que le système était moisi. Et je m'imaginais, tu sais, t'as une perte de confiance parce que tu te dis, ok, je commence à avoir des mauvaises notes et tout, mais c'est pas grave, là, je révise, je reviens dans le mood et tout. Tu te dis, allez, je prends un truc qui est bien en dessous de mes attentes. Donc j'aime, c'est-à-dire que pour moi, c'était bien en dessous de mes attentes. Une fois de plus, c'est une très bonne école, hein. Je suis très content quand je donne des cours là-bas, etc. Et j'ai encore en dessous, c'est-à-dire j'ai rien. Et mes potes ont cru que c'était une blague pour te dire à quel point. Et voilà, donc là, c'est le néant. Voilà. C'était la loi des séries là sur la fin là. Ouais. Et du coup, ma vie s'est complètement écroulée, genre littéralement. C'est-à-dire que. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé en PLS à douter, à me dire, bah, en fait, je suis capable de rien, je peux rien faire et je sais rien faire. Même les trucs faciles, entre guillemets, parce que t'es dans un système en prépa, même les trucs accessibles, faciles, etc., bah, je suis même pas capable de les faire. Et du coup, je commence à douter de moi, j'ai plus aucun plan de carrière, je sais pas ce que je vais faire. Et c'est la grosse PLS, quoi. Tu disais que tu avais été mal vis-à-vis de tes potes, vis-à-vis des profs. T'as parlé au début que tes parents avaient pas forcément fait d'études. Est-ce que tu t'es quand même senti mal vis-à-vis d'eux aussi, Ouais, mais de t'être planté? t'as vraiment le sentiment que tout le monde attend quelque chose de toi, alors qu'en fait, la vérité, tu t'en rends après, tout le monde s'en bat les couilles, hein, grosso modo. Je veux dire, les gens que tu rates ou que tu On est réussisses, d'accord. bon, ils sont contents, tes potes, tu vois, genre, ils vont t'offrir une bière et tout, mais en vrai, mes potes, et vis-à-vis de mes potes, bah, j'étais un peu le mec qui allait faire une grande école, donc tu sais, je pensais que c'était, qui pensaient ça, alors qu'en fait, ils s'en balançaient, hein, mes potes. Mes parents, je me disais, bah, ils vont pas être fiers de moi et tout, ça va être une catastrophe, alors que c'est pareil, mes parents, en fait, que je fasse une école, tu vois, c'était cool. Et vis-à-vis de mes profs aussi, je me sentais, c'était hyper déceptif, tu vois. Donc je me disais ça va être terrible. Mes profs et en fait ma prof m'a envoyé un sale texto pas cool, ma prof principale, tu vois, je m'en souviendrai toute ma life. Je pense qu'elle était pas très balèze en psychologie, tu vois, clairement. Mais je pense qu'en fait c'est dur pour toi et tu t'imagines d'un coup que tout le monde te regarde et que tout le monde pense que ce que tu fais c'est de la merde. Et la vérité c'est pas ça. Mais et dans ce moment-là c'est juste ma sœur qui m'a dit mais tu sais, elle m'appelle Bibi, t'inquiète pas Bibi. Tu vas pouvoir faire des trucs cool et tout. C'est juste les gens, ils ont pas compris que t'étais bon, mais je suis sûr, mais t'es bon au fond et tout, tu vois. Et c'est ma petite sœur qui m'a dit ça, ça m'a fait marrer. Ma petite sœur qui avait un an de moins que moi, elle avait 17 ans, hein, elle avait pas. Enfin, non, j'avais 20, elle avait 19. Elle avait pas 12 ans, hein, mais. Et elle m'a dit ça, et du coup, je me suis dit, bon, bah. Du coup, je vais partir à la fac et je vais changer de vie, quoi. Et ça m'a fait un peu le déclic, et en fait, j'ai complètement changé de vie, c'est-à-dire. T'es parti ailleurs aussi du coup, parce que là tu reprends une page blanche. Ouais, en fait, je suis parti de chez mes parents, parce que même avec mon père, c'était un peu compliqué quand même, parce qu'il avait des attentes. Il l'a mal vécu en fait, parce que c'est pareil quand t'annonces quelque chose et que tu tombes bien en dessous, c'est une catastrophe. Mon père, je lui aurais dit, je risque de pas avoir d'école, il l'aurait très bien pris, mais là il s'est dit, ouais, il y a un truc qui cloche, il a peut-être pas bossé, tu vois. Tu sais, ce truc de. Et après, on s'est dit des choses là-dessus, d'ailleurs, ça a été hyper important, je pense, les discussions qu'on a eues après ça, mais en gros, du coup, je suis parti de chez mes parents, donc j'ai pris un appart, j'ai pris un taf à McDo. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai postulé dans tous les McDo de Grenoble. Il y en a qu'un seul qui m'a pris à 1 heure de chez moi, de mon acologue. Du coup, je faisais 1 heure de transport pour bosser 3 heures et je refaisais 1 heure de transport. Et devine quoi, ce McDo était au milieu de la zone. Donc, on avait des clients pas toujours très recommandables. Mais bon, moi, grosso modo, j'étais dans mon environnement, hein. Et voilà, je suis parti à la fac et j'ai fait la fac de droit. Et tu sais, normalement, t'as un pont pour aller en L3. Et en gros, je suis allé en L1. Et j'ai dit, je recommence depuis le début. Fresh start, en gros. Et je vais à la fac et je vais loin de chez mes parents, je me mets en coloc, je me mets à bosser, je deviens autonome financièrement. Et au moins, et le fait de travailler, je me disais, au moins, si j'arrive à bosser à McDo, ça veut dire que je m'en sortirai toujours, que je pourrais toujours bosser à McDo. Tu sais, j'avais cette sorte de filet, parce que moi, j'étais vraiment à ça où je me disais, je suis capable de rien, tu vois. Donc, je me disais, au moins, si je suis prêt à McDo et je peux bosser à McDo, au moins, je sais que je pourrais faire ça dans ma vie et que même si je rate tout et que je rate encore la fac, etc., j'aurais ça comme porte de sortie. J'en étais à ce stade-là, quoi. Et t'es parti faire une licence de quoi du coup? De droit.
Ok. Et du coup, j'ai fait un Donc master. rien à voir. Rien à voir. Bah, en fait, je me disais, j'hésitais entre les maths et le droit, parce que j'étais quand même en maths, même si j'avais perdu confiance, j'étais quand même plutôt fort en maths. Il faut bien être fort quelque part quand même, parce que les autres matières, c'était pas incroyable. Et du coup, je suis parti faire du droit. Je suis parti faire du droit parce que pour moi, c'était assez mathématique. Et en fait, le droit, tu sais, c'est des systèmes logiques en fait imbriqués, quoi. Enfin bref, tu vois ça comme tu veux, mais en gros, pour moi, c'est des équations que tu dois résoudre, etc. Et d'ailleurs, j'ai toujours vu le droit comme ça, et ça m'a permis d'être assez efficace et de retenir assez vite en termes de process de mémorisation une fois que tu vois l'image en grand. Et ouais, je suis parti à la fac, je me suis mis à bosser. Et d'ailleurs, là, j'ai failli pas être pris à McDo. D'ailleurs, ils ont failli me rompre ma période d'essai à McDo. J'ai appris que je sais passer à rien du tout. Et je pense que là, ça m'aurait complètement fini. Mais parce que là, tu sais, en termes de confiance, vraiment, tu fais bon, les gars, faudrait quand même qu'il y ait un truc qui marche à un moment. Et je sais que par contre, après avoir raté aussi, j'ai bossé dans la. Le premier truc qui m'a remotivé, c'est que j'ai bossé dans mon père avait une petite agence immobilière qu'il a cédée pour changer de taf. Et du coup, il m'avait fait faire je faisais l'intérim en fait pendant 3-4 mois avec le nouveau vendeur. Et je me souviens que je m'étais mis à faire ça et j'avais grave kiffé le fait de vendre des baraques et tout. Et je m'étais dit, et c'est pareil que le McDo, c'est-à-dire, ça a été un peu le truc qui m'a raccroché, c'est que je me suis mis à bosser, je me suis dit, ok, je suis capable de faire des trucs qui plaisent aux gens. Je suis capable de faire de la vente, je suis capable de faire des trucs et ça plaît. Et je me souviens, j'avais grave kiffé ça. Et après, j'ai grave kiffé bosser à McDo, même s'ils ont fait une virée. Mais ça a fait la diff et ça m'a permis de reprendre petit à petit la confiance. Puis je suis allé en cours, je me suis mis à trouver des trucs qui étaient intéressants. Et surtout, l'état d'esprit était complètement différent à la fac, genre tellement rien à voir. Genre, c'était tellement le jour et la nuit. Enfin, on était complètement autonome, on faisait ce qu'on voulait. Et ça m'a permis de reprendre pied et après de faire des trucs, quoi. Ok, ouais, donc t'es reparti, tu as pris confiance et t'as essayé de mettre les mains dans le cambouis et de bosser, en fait, tout bêtement, en parallèle de reprendre des études, donc C'est ça. Et en fait, avant, dans un secteur je différent. bossais dans des métiers manuels l'été pour me faire de l'argent, tu vois. Et là, je me suis mis à bosser, agent immobilier puis McDo. Qui donc pas dans le bâtiment et compagnie. Et là, tu sais, l'été, c'était le bâtiment, j'avais 16 ans, 17 ans, c'était mon père, tu sais, qui avait demandé à ses potes s'il pouvait me recruter. Là, j'ai vraiment candidaté tout seul, quoi. McDo, c'était le premier taf où je candidatais sans aucun piston et tout. Moi, j'ai un pote qui bossait au McDo qui avait dit au manager, non, mais il est bien et tout. Mais bon, le gros piston, un pote qui bosse chez McDo, en termes de piston, qui était là-bas depuis 3 mois en plus, genre un truc comme ça, pas vrai. Mais du coup, ouais, ça m'a permis de reprendre confiance et de me dire, ok, je suis capable de faire des choses par moi-même, c'est pas forcément juste mon père qui va me trouver un taf ou, et les études, bon, le droit, j'ai vu que je commençais à capter, et c'est reparti et moi, ça m'a laissé une grosse marque, cette expérience, parce que, comment dire, pendant longtemps, j'ai une certaine haine des grandes écoles, tu vois, comme si c'était le système qui était responsable, et c'est pareil, c'est des trucs qui doivent un peu s'évacuer petit à petit, quoi. Mais là, dans ces moments-là, j'étais au fond, et je pense que c'est dans ces moments-là, si t'as pas des gens, tu vois, ma sœur, qui te, je pense que tu peux rompre la spirale de la confiance, et tu commences à dire que tu sais rien faire. Et moi, je l'ai vu en maths, hein, quand je suis passé de majeur à 17e à un DS, je me souviens de ce DS où j'étais 17e, et juste, j'arrivais plus à réfléchir, tu vois. Genre en DS, j'arrivais plus, je me disais, je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et je pense que quand tu perds cette confiance, et cette confiance que j'ai vu que j'ai perdu en prépa, et je me dis, je pense que dans le métier, ça peut être pareil. Et je pense qu'il y a quand tu as des gros échecs après dans l'entrepreneuriat, tu peux te remettre en question toi. Et c'est ce qui m'a permis dans mes échecs suivants, parce que alors après, j'ai planté 2 boîtes, hein, quand même. Je me suis pas remis en question moi. Alors au bout d'un moment, j'ai commencé à me remettre en question. Quand ça faisait 3 ans, je me suis dit peut-être que je suis pas fait pour ça, mais j'ai arrêté de me remettre en question et j'ai commencé à remettre en question la façon dont je travaille, la façon dont je voyais les choses. Mais j'ai juste arrêté de me dire, c'est toi le problème. Et quand tu as quelque part une petite voix qui te dit c'est toi le problème, je pense que c'est vraiment un truc qui t'empêche d'avancer. Et autant, voilà, je l'ai vécu en prépa et je pense que enfin, s'il y avait pas eu des gens qui avaient été là pour me relever, je pense que je pourrais encore aujourd'hui avoir cette petite voix et quand t'as cette petite voix là, tu peux plus avancer. Et je pense qu'il y a des gens qui s'écroulent juste à cause de ça, quoi. Moi, c'est mon point de vue et mon interprétation a posteriori. Ok, donc clairement, ça a été l'élément déclencheur, enfin ton entourage, ta sœur et des potes, du coup. C'est Peut-être ça, ta mes potes, copine à ils m'ont dit, mais l'époque. t'inquiète, gros, on va boire une bière, on s'en balance, tu vois. Et puis me mettre un petit peu un coup de pied au cul quand même et me dire, faut faire des trucs. Et après, je me suis remonté là, j'ai mis un peu de temps, j'ai repris la confiance et j'ai bossé à McDo. Après, je me suis remis à jouer au rugby dans l'équipe ou de rugby universitaire. J'ai commencé à prendre des responsabilités. Et après, j'ai essayé de me lancer mon premier projet en Master 1 de boîte, qui était un échec total. Mais du coup, j'ai vraiment repris cette confiance et je pense que ça m'a donné ça. Quand ça va pas, je repense à cette situation à quel point j'étais mal, tu vois. Et pour moi, c'est un peu un élément fondateur. Et je pense, je sais pas ce qui se passe quand tu réussis tout dans la vie, parce que du coup, ça n'a pas été mon cas. Mais c'est ce que je vois des fois Maintenant, je donne des cours à Polytechnique et HEC, ce qui est très amusant. Enfin, je vois quand t'as tout réussi dans ta vie, tu vois, quand à aucun moment tu t'es pris une énorme porte, je pense que ça peut manquer.
Tu sais, ça peut te manquer ce moment où tu t'es retrouvé au fond. Et en fait, une fois que tu as touché le fond, tu peux que remonter, quoi. Ouais. Ça existe, tu penses, ça, toi, la réussite linéaire comme ça? Je sais pas si ça existe, la réussite linéaire, mais je pense il y a des gens qui par leur environnement pro, etc., Ils ont ont pas le vraiment. même goût de l'échec, c'est ça? En fait, il y a ce qu'on appelle des réussites. J'avais lu un livre de psychologie à ce moment-là quand je ratais ma prépa. Il y a des gens qui réussissent tout, mais dans le sens, c'est juste des cerveaux brillants qui avancent d'objectif en objectif et tu sais, ils ont pas cette sensibilité émotionnelle que tu peux avoir, que certains profils peuvent avoir, où tu te sens vite très mal, etc. Et en fait, c'est juste des bourreaux de travail dans des objectifs. Au début, on leur dit c'est le bac. Ils ont mention très bien au bac, félicitations du jury. Après, on leur dit c'est la prépa. Ils ont Polytechnique, ils ont HEC. Après, ils font leurs écoles de commerce. Après, ils vont chez McKinsey, etc. Et en fait, ils connaissent, c'est des gens qui sont brillants et c'est très bien de bosser avec eux. Mais je pense qu'ils connaissent toujours l'échec, mais seulement de façon relative. Tu vois ce que je veux dire? Ils connaissent pas cet échec où tu doutes complètement de toi. Comme tout le monde, ils ont des soirs de bad, etc. Mais je pense que quand tu es dans un environnement suffisamment linéaire et suffisamment bien, comment dire, établi, et par contre, c'est Cadré. souvent des profils qui explosent, ce que j'ai cru comprendre aux alentours de 35-40 ans. C'est-à-dire, quand vraiment tu es au fond, tu te demandes qui tu es et pourquoi tu fais les choses, tu vois. Et si t'as pas connu cet échec qui te burn to the ground, tu vois, qui te brûle jusqu'à la racine, quoi, et tu dois un peu refonder, quitter et te poser la question, c'est généralement ça les racines de la base de la crise de la quarantaine. C'est-à-dire où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Genre, tu vois ce que je veux dire ou... Ouais, clairement, je vois très bien. Et moi, j'étais allé voir du coup une psy à l'époque, parce que je me sentais pas bien, et elle m'avait dit, là, en fait, vous êtes en train de faire votre crise de la quarantaine. Genre, vous avez tous les... Et je suis pas en avance, hein. Peut-être qu'à la quarantaine, je ferai ma crise d'adolescence. Hein. Mais ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, cette remise en question du sens, je l'avais plus jeune. On l'a tous maintenant autour de la vingtaine, trentaine. Ouais, je pense qu'on l'a plus jeune parce que maintenant, on se pose plus de questions. Et enfin, je sais pas toi, mais du coup, je vais te poser des interviews. Mais vraiment, ce truc... Et moi, je vois des gens autour de moi qui se disent, mais pourquoi je fais ça? Et tu vois, moi, aujourd'hui, quand je souffre, quand c'est dur, etc., je sais très bien pourquoi je le fais. Et du coup, ça me permet de pas lâcher. Euh, et de pas me remettre de remettre en question ce que je fais mais pas qui je suis, tu vois, parce que j'ai posé ça et pour moi c'est un socle. Et la question un petit peu stéréotypée, ton toi de l'époque, tu le dirais quoi? Tu referais les mêmes conneries? Si on peut Pour moi appeler de ça des l'époque, je conneries pense qu'il d'ailleurs. était tellement j'irais voir mon moi après l'échec de la prépa, tu vois, pas avant, parce Tu te que laisserais le droit d'échouer du coup, et je me après, laisserais t'irais bien te mettre la petite planter. tape dans le dos et le coup de pied dans le cul qu'il faut. Exactement, parce que je pense qu'à cette époque-là j'étais en train de devenir la pire version de moi-même, tu vois. Je pense vraiment que j'étais en train de devenir un... Bon, aujourd'hui, j'ai plein de défauts et il y a plein de gens qui m'aiment pas et compagnie, mais j'ai aucun souci avec ça. Mais On en a tous, hein. on a tous. Non, mais moi, j'en ai un nombre particulièrement élevé. Mais, mais et ils ont. Voilà, je les salue. Mais à l'époque, j'étais vraiment devenir un sale connard prétentieux qui doutait pas de lui, qui doutait. En fait, j'étais en train de me créer une vision du monde qui est celle d'un vieux con, tu vois. C'est ce que j'appelle les jeunes vieux. C'est ces gens qui sont déjà rétrogrades, qui pensent déjà qu'on peut mettre les gens dans des cases alors qu'ils ont 20 ans, quoi. Et quand à 20 ans, tu mets les gens dans des cases et compagnie, tu t'es sur la mauvaise pente, tu vois, de mon point de vue. Et je pense que j'aurais une vision du monde qui aurait été hyper... Je pense que j'aurais perdu mes potes, tu vois, mes vrais potes. Parce que je pense qu'il y a des... Ils m'aimaient pas. C'est pas la partie de moi qu'ils aimaient bien, tu vois. Et je pense que j'aurais pu vraiment... Tu sais, tu mets des couches, tu finis par te blinder, te dire la vision du monde, elle est comme ça. Et je pense que ça a été la meilleure chose qui m'arrive de pas réussir mes concours. Et du coup, je me serais pris après les concours. Et je me serais mis une tape dans le dos en disant, mec, t'inquiète pas, ça va aller. C'est ce que m'a dit ma sœur, en gros. Fais-toi confiance et continue, quoi. Et ce qu'a fait ma sœur, c'est ça que je me serais dit, quoi. Du coup, ma sœur était là pour me le dire. Mais c'est ça que je me serais dit et je me le serais pas dit avant. Parce que je pense que si je m'étais évité le mur, ça aurait été un vrai problème. Très clair. Bah écoute, trop bien. Merci beaucoup pour cette petite interview, Greg. On va passer sur les questions pour la mention. Ouais. Avec le jingle comme d'hab. Question pour la mention. Et la première question, Greg, pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Que t'as pas forcément toi aujourd'hui, hein. Je précise. Alors moi, je sais pas si les 3 plus grandes vertus, mais les 3 vertus que je recherche chez les gens, tu vois, je pense qu'ils sont vraiment importantes. C'est le fait de pouvoir faire. Alors faut que j'arrive à t'architecturer ça, mais déjà c'est le fait de pouvoir faire confiance aux gens. Moi, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est la première de pouvoir confier quelque chose à quelqu'un et de te dire cette chose-là, elle est en sûreté, tu vois. Et au-delà de la compétence, au-delà de plein de choses, moi j'ai vraiment besoin de me dire je peux faire confiance et quand je parle de quelque chose à quelqu'un, etc., il va le garder, tu vois.
D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mon meilleur pote, je lui avais confié un truc, je lui avais dit de jamais en parler, tu vois. Alors, c'est pas incroyable, mais et il en a jamais parlé, le mec. Ça fait 10 ans que tout le monde essaie de savoir ce que c'est, et lui, tu sais, genre, c'est une tombe, quoi. Genre, il est en mode, Grégoire, il m'a dit qu'il fallait pas en parler, hein. J'en parle pas, tu vois. Et, et ça, c'est mon meilleur pote, et je pense que ce sera mon meilleur pote toute ma vie, tu vois, même si à un moment ça pourra changer, on pourra s'éloigner, etc., ça restera quand même toujours mon meilleur pote. Et je pense que, tu vois, voilà, ça, c'est pour moi, c'est la qualité numéro un, c'est les gens en qui tu peux avoir confiance, tu vois. Et je pense que et moi, j'essaie d'être quelqu'un dont on peut avoir confiance, tu vois, typiquement, moi, j'ai un pote, tu vois, genre, on l'avait appelé, il m'a appelé à 4 heures du matin parce qu'il a un problème avec sa caisse, tu vois. Je suis sorti, je suis allé l'aider, tu vois. Moi, si un jour j'ai un mec qui m'appelle, enfin, je veux vraiment que mon pote, c'est le mec, tu l'appelles, tu lui dis j'ai un cadavre à planquer, il se lève, il vient, il cache le cadavre, il pose pas de questions, il rentre chez lui, tu vois. Donc, j'exagère un peu, hein. J'ai pas tellement de cadavres, tant de cadavres que ça dans le parc devant chez moi. Mais, Non, t'inquiète. On a compris juste que tu crachais sur les gens et que tu mettais des coups de tête. T'inquiète. voilà, exactement. C'était incroyable, ça. C'était mon époque, ça, heureusement. La prépa, ça m'a calmé là-dessus. Ça m'a appris un peu la civilisation, c'était pas forcément une mauvaise chose. Euh, Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens aussi qui ont une certaine loyauté, tu vois. Et c'est un peu différent de la confiance. Tu vois, la confiance, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais il peut décider de partir quand il veut. Et il peut te dire, voilà, je te dis, je m'engage, je vais partir, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est pareil, c'est un truc qui, tu sais, on est souvent loyal à soi-même. Mais dans une organisation, pour moi, c'est hyper important que les gens, tu puisses travailler avec quelqu'un, tu peux dire, je donne beaucoup à cette personne, et en fait, je donne de façon démesurée. Parce que je sais que cette personne, elle va s'en souvenir et que du coup, elle restera plus longtemps, jusqu'à ce que la dette soit éteinte. Pour moi, c'est ça, la loyauté. En gros, c'est dire, je suis dans un environnement où même s'il y a un rapport à un moment qui est déséquilibré, cette personne-là, elle essaiera de réparer sa dette. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as aidé énormément quelqu'un, etc., dans un moment, dans sa carrière, dans un moment où ça allait pas, cette personne, elle te sera loyale, peut-être pas toute sa vie parce que ça vaut pas le coup, mais pendant un durée qui est déterminée. Et pour moi, c'est important et c'est pareil, j'ai des gens qui m'ont aidé à un moment dans ma vie et c'est une compétence que j'essaie d'avoir, enfin, quelque chose que j'essaie de respecter. Moi, un mec qui m'a aidé il y a 5 ans, qui m'a fait une intro, un mec qui m'a permis de décoller, tu vois. Moi, j'ai des mecs qui m'ont aidé quand j'ai lancé Germinal, etc. Bah, ces mecs-là, 5 ans après, ils m'appellent, je me démène pour eux, tu vois. Juste parce que j'ai un tableau des gens que je dois aider, tu vois, dans ma tête. Et qui m'ont aidé sans rien demander en retour, tu vois. Et moi, j'essaie d'avoir cette compétence qui est la loyauté de dire, même dans 20 ans, dans 30 ans, où que tu sois, si tu m'appelles et que tu me demandes un service, bah, toi, le service, l'effort que tu as fait à l'époque, bah, moi, je ferai le même. Sauf que si moi, depuis, ben, j'ai une boîte qui a super bien marché et compagnie, imaginons, hein, ben, je ferai le même effort. Donc, le même effort sera complètement disproportionné, tu vois. Mais c'est ça la loyauté pour moi. C'est rendre le même effort, quelle que soit la durée. Et enfin, moi, j'aime bien les gens qui délivrent. J'essaie d'être comme ça. Moi, je crois pas que le travail dur ce soit important. Je suis pas persuadé je pense pas que tu réussis en travaillant dur. Tu vois, c'est ce que me disaient mes parents, mais je pense que il avait mal. Mon père, il y avait tout un truc qu'il n'avait pas capté là-dessus. C'est pas en travaillant dur, c'est pas en étant efficace. Moi, je pense que c'est les gens qui savent avoir une discipline très forte et qui sont capables de sortir de se mettre dans des conditions où ils sortent des trucs de génie, tu vois. Je dis pas que c'est rarement des trucs de génie, mais moi je sais dans quelles conditions je dois être pour sortir des trucs de ouf et pour prendre les bonnes décisions, tu vois. Et du coup, j'essaie de me mettre dans ces conditions. Et ça demande beaucoup de sacrifices au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai un emploi du temps qui est extrêmement normé, tu vois. Je fais la même chose tous les jours, à la même heure, pour avoir un bon niveau d'énergie. Je vais marcher 10 000 pas tous les jours, je fais du sport tous les jours, je fais de la muscu tous les jours, j'essaie de manger sainement. Et j'étais pas comme ça avant. Et en gros, j'essaie vraiment de devenir la meilleure version de moi-même là-dessus. Et ça me permet de délivrer, et parce que je sais dans quel état je suis, t'as une sorte d'état de flow où ton cerveau il est dans des conditions optimales et où tu sais que tu donnes la meilleure version de toi-même. Et moi, j'aime être comme ça et je pense que c'est une grande qualité. Et en 3 heures, tu peux abattre le boulot d'1 an en fait, parce en 3 heures, tu vas trouver le truc, tu vas prendre la décision, tu vas avoir l'intuition qui va te faire gagner 1 an, 2 ans, 5 ans dans ta vie. Tu vois. Et j'hésite pas à dire 5 ans parce que quand tu t'entêtes dans des mauvais choix, ça peut durer très très longtemps. Et je cherche ça chez les gens. Voilà. Donc tu m'as posé une question Donc de complètement. l'autodiscipline. Non, c'est cool où tu dévues. D'ailleurs, je pense que je vais rajouter une question qui m'intéresse beaucoup. Mais donc là, on parle d'autodiscipline, clairement. Ouais, en fait. Sur ce point. Exactement, c'est vraiment c'est à quel point je dois me contraindre, à quelles habitudes je dois avoir, moi en tant qu'individu pour être la meilleure version de moi-même. Et ça dépend de chaque personne. Mais moi avant, tu vois, moi quand j'étais à la fac, j'avais une méthode de révision qui était hyper particulière sur l'apprentissage que j'avais testé sur moi, etc. J'avais une méthode pour prendre mes cours, ce qui fait que j'arrivais à retenir mes cours entre 2 et 3 fois plus vite que mes collègues.
Et c'est vraiment un truc sur lequel j'avais itéré et je savais que c'était la meilleure façon d'avoir des bonnes notes. C'est pareil, je révisais les petites matières et moins les grosses. Parce que je révisais de façon disproportionnée les matières avec petits coefficients parce que j'avais qu'il y avait beaucoup moins de concurrence et que c'était beaucoup plus facile d'avoir 18. Alors que dans une grosse matière en droit, quand t'as 13, déjà, t'es un fou, tu vois. Et donc, au lieu de réviser 40 heures le droit civil, qui est une grosse matière, et 10 heures le droit international public, qui pour moi était petit, pour les juristes, ça dépend des filières, mais, bah, du coup, j'allais réviser 20 heures le droit international public et 30 heures le droit civil. Et du coup, en droit international public, j'allais avoir 18, et en droit civil, au lieu d'avoir 15, j'allais avoir 13. Tu vois, mais l'autre, au lieu d'avoir 12, j'allais avoir 18. Et du coup, en termes de coefficients, c'était rentable. Enfin bref. Et j'avais tout développé comme ça. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai développé vraiment cette routine où, en gros, le matin, moi, j'ai no call, no meeting policy. Donc, en gros, je fais pas de call et pas de réunion le matin. J'ai des phases de deep work où je réponds à tous mes emails, etc. Je fais des inbox zéro tous les jours. Donc, tous les zéros, je mets mes emails à zéro et je finis ma to-do list. Voilà. Bon, bref, on va pas tout détailler. Mais en gros, j'ai vraiment des habitudes. Et par exemple, je bois plus d'alcool en semaine. Plus du tout. Et ça a été très dur et très long, parce que fut un temps, je buvais entre 7 et 8 litres de bière par semaine quand même. Donc je m'étais pas rendu compte, je pense que j'étais en train de tourner du côté alcoolique, même si c'était toujours avec des potes et tout, mais ça devenait bizarre quand même. Et quand tu fais beaucoup de rendez-vous avec des clients, des trucs, des machins. Bon, maintenant je suis en remote, c'est plus facile, mais tout à chaque fois qu'il y a des clients, ils me proposaient un verre de vin, je disais oui, une bière, bref. Et mais maintenant, quand je bois une bière, je perds une journée. Je sais que j'ai perdu une journée de ma vie, quoi. Et j'ai perdu ce que je pouvais faire, quoi. Genre j'ai perdu du donc potentiel. t'entretiens une routine positive. Et petit à petit, cette routine que tu t'es installée avec justement le fait de, comme tu disais, bien manger, faire du sport, aller marcher, plus d'alcool. Petit à petit, en fait, c'est des briques que tu rajoutes parce qu'au début, elle commence à un certain stade, ta routine. Ouais, j'ai commencé Puis après, tout doucement, moi. Au début, c'était juste j'allais marcher. Après, j'ai fait de la muscu. C'est 10 minutes de muscu par jour, hein. J'aime pas en faire plus. Avant, j'ai essayé de faire de la muscu, genre 45 minutes et tout, mais je déteste ça. J'en fais 10 minutes. Enfin, 8 minutes exactement. Ça me prend 4 séries. Après, j'ai rajouté l'alcool. Là, je suis en train. Le fait de marcher, après, j'ai rajouté les heures fixes, j'ai rajouté le deep work, etc. En gros. Et je vois bien que c'est comme ça que je suis le plus efficace, quoi. Et je cherche en fait ce point d'équilibre où mon cerveau peut fonctionner de façon la plus optimale, quoi. Et c'est ça que j'attends des gens. Et les gens qui sont comme ça, pour moi, c'est juste un truc incroyable. Les gens qui cherchent ça. Et je pense qu'il y a peu de gens qui se sont mis à faire cette recherche. Alors, il y a des gens qui sont de base très efficaces parce qu'ils sont très, très intelligents, ça tourne très vite dans leur tête. Mais moi, je pense que j'ai pas leur vitesse et du coup, j'utilise tous mes cheats pour y arriver, quoi. trop bien. Trop intéressant ce que tu dis. Je t'enchaîne juste sur la prochaine question. Du coup, est-ce que tu as, avec cette routine-là, un bouquin que tu as lu dernièrement, un podcast que tu écoutes, un film, une série, j'en sais rien. Un truc sympa que tu as envie de partager? Moi, ce que j'ai déjà partagé dans un truc que j'ai pas partagé souvent, c'est j'ai vu House of Cards récemment, très très vieux truc, hein, mais je l'ai regardé, je me suis fait les saisons. Moi, j'aime bien regarder une série quand elle est finie. Je la regarde en entier. Comme ça, tu manges tout d'un coup. Ouais, je mange tout d'un coup. Ouais. Moi, je suis le genre de mec, j'ai fait Game of Thrones en 4 jours et demi. Donc, fais le calcul. Voilà. Le mec n'a J'ai pas fait dormi. cette première saison en 4 jours et demi. Oui, 4 jours et demi. En gros, je faisais 18 heures de série par jour. Et je dormais 6 heures, je mettais mon réveil et je rattaquais les séries. Je suis un petit peu compulsif, mais à peine, hein. Euh... J'avais pas marché pendant cette. Et du coup, c'était avant. Ouais. Et en gros, ce que j'ai adoré, moi, En fait, moi, ce que j'adore dans les séries, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et ce qui, dans la réalité, c'est moi, je rentre pas tant dans la fiction, tu vois. J'essaie vraiment de capter, ce qui se passe en fait quand tu comprends comment la politique fonctionne. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple de comprendre. En fait, avant, tu vois, quand j'écoutais des politiques, je croyais ce qu'ils me disaient, tu vois, très naïvement. Et j'avais commencé à capter que la politique, c'était pas tout à fait ça et que des fois, tu disais des trucs, mais c'était juste pour faire ci, pour faire là. Et en gros, en regardant House of Cards et en regardant un documentaire sur Trump aussi, c'est les deux mélangés, deux combinés que j'ai regardé quasiment simultanés, j'ai compris en fait qu'il y a des gens qui, c'est du Machiavel, hein, t'as l'apparence de la vertu, il faut mieux avoir l'apparence de la vertu que de l'avoir, quoi. Parce que avoir une vertu, ça peut te limiter, alors qu'avoir l'apparence, ça te limite pas, et les gens pensent que t'es vertueux, etc. Et moi, du coup, ça m'a permis de me poser la question de est-ce que je suis prêt à tout, tu vois, parce que clairement, il est prêt à tout dans House of Cards. Et où est-ce que je suis prêt à m'arrêter? Et en fait, ça m'a permis de me poser les questions sur mon système moral. C'est-à-dire, je me suis dit, Quelles sont tes limites? quelles sont mes limites vraiment? Est-ce que je suis prêt à frauder le fisc? Est-ce que je suis prêt à tuer quelqu'un? Est-ce que je suis prêt à... Alors non, je ne suis pas prêt à tuer quelqu'un, hein, pour ceux qui attendraient la réponse avec beaucoup d'impatience. Est-ce que je suis prêt à inventer une histoire?
que je vais raconter, etc. Est-ce que je suis prêt à dire que de quelque chose juste par intérêt, etc. Et je me suis reposé un cadre moral et j'ai réfléchi à mon cadre moral qui en fait avait été posé par mes parents, tu vois, par mon milieu socioculturel. Et du coup, j'ai repensé la totalité de mon cadre moral en regardant House of Cards. Et du coup, pour moi, ça a été assez incroyable et je pense que je sais pas si ça fait ça à tous les gens qui l'ont regardé, mais en tout cas, je vous recommande de regarder une série comme celle-là, House of Cards, peut-être regarder juste 3-4 épisodes et de vous interroger à chaque décision, est-ce que je ferais pareil ou pas, et de repenser votre cadre moral. Voilà. Trop cool. House of Cards, grosse série. Voilà, mais une fois de plus, c'est juste l'interprétation qu'on en fait qui est intéressante, parce qu'en soi, la série est pas incroyable. Et sinon, le bouquin que je recommande tout le temps, c'est What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz. Donc ce que vous faites, c'est ce que vous êtes, qui m'a mis une énorme claque pendant mes vacances. Et je pense que je suis rentré de vacances et j'étais un CEO différent dans ma boîte. Je me suis rendu compte qu'au lieu de mettre des valeurs, de culture sur mes slides, sur les murs, il fallait mieux poser des règles sur lesquelles on est intransigeant, 1, 2, 3 règles, et qui définissent votre culture d'entreprise. Et j'ai commencé à faire ça petit à petit. Et je suis en train de construire ça. Mais en tout cas, je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace et que les gens comprennent beaucoup mieux et qu'il se passe quelque chose quand tu fais ça. Mais du coup, pour ceux qui essaient de construire leur culture de boîte, je vous recommande vraiment. Et je pense que chez Germinal, on a une belle culture, mais on a aussi fait des grosses erreurs. Et que ce bouquin-là m'a montré ces erreurs. Donc voilà, ça a été un peu mes 2 révélations là des 45 derniers jours. Ok, bah peut-être que ça enchaîne sur la dernière question. C'est quoi ton prochain objectif ? Est-ce que ça t'a donné du coup des idées ? Moi, en gros, moi, je me suis fixé un objectif que je me suis reposé, tu vois. Alors peut-être que cet objectif sera caduque, mais du coup, cette réflexion de lire ce livre et de réfléchir aux House of Cards, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en gros, j'ai fait une sorte de pyramide des normes, tu vois. En gros, je me suis dit, enfin, tu sais, où tu connais le concept de la pyramide des normes? Non, peut-être pas. Mais c'est ça en droit, c'est chaque norme supérieure, en fait, vaut sur les normes inférieures. Et du coup, donc par exemple, la, la Constitution et les lois, tu peux raconter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux tant que c'est pas contraire à la Constitution. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai posé ma loi numéro 1, après j'ai posé ma loi numéro 2, enfin tu sais, mes échelles de valeur, et j'ai dit ok, ça c'est mon truc numéro 1, après je fais ce que je veux si ça contrevient pas à la règle numéro 1, et après ma règle numéro 3, je fais ce que je veux si je contrevient pas à la règle numéro 2, la règle numéro 1. Et du coup, j'ai fait ça. Et là, après avoir fait ce gros train intérieur, là, mon objectif, du coup, Germinal a changé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai essayé de faire une boîte qui avait le plus de croissance possible. Et maintenant, j'ai vraiment la recherche de faire un projet énorme. C'est-à-dire avant, j'avais peut-être l'ambition de faire un beau projet, mais maintenant, mon objectif, c'est de faire un projet énorme avec Germinal. Et en fait, je suis passé avant, je voulais faire quelque chose avec du monde. Tu vois, je voulais faire qu'il y ait beaucoup de gens. Je voulais qu'il y ait des grands bureaux. Je voulais que, tu vois, c'est le truc un peu à l'ancienne. Là, je veux l'immobilier avec du people, tu vois. Genre, pas du tout hérité de mon père. Hein. Pas du tout. Et là, je me suis dit, maintenant, je veux faire une organisation immense, mais extrêmement efficace, tu vois. Et je dis, si on doit faire 100 millions de chiffre d'affaires à 30, et que c'est possible, on les fera à 30, tu vois. Et si on doit les faire à 50, on les fera à 50, mais je suis devenu minimaliste. Et mon objectif, c'est de faire quelque chose d'une taille maximum qui soit le plus efficace et le plus minimaliste possible. Et qui apporte le plus de sérénité aux gens de l'équipe, moi y compris, tu vois. Et la sérénité, ça demande... La sérénité, c'est pas quelque chose que ton entreprise peut t'offrir. C'est quelque chose que tu t'offres à toi-même. Et c'est énormément de travail, etc. Et je pourrais détailler, mais je suis pas sûr que ce soit... Ça passe par cette discipline, ce que je te disais sur le fait de délivrer, cette discipline que tu dois pousser les gens à trouver eux-mêmes leur voie sur cette discipline, parce que si tu leur calques la tienne, ça marchera jamais. Et c'est devenu un objectif de vie, quoi, pour moi, pour Germinal. Donc, on fera quelque chose qui aura un énorme impact, mais on le fera de façon efficace. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a changé. Et tu m'aurais parlé il y a 6 mois, je t'aurais dit, ouais, je vais faire un truc, voilà, je vais faire un truc fancy, tu vois, je vais faire un truc avec du monde, et c'est pas grave, c'est pas très efficace. Mais, Okay. et je pense que, et pareil, je me suis dit à 40 ans, mon objectif, c'est de faire un truc qui marquera l'histoire, tu vois. Et sans doute que j'y arriverai pas, hein, parce que des gens qui veulent marquer l'histoire, il y en a beaucoup. Et qui arrivent, il y en a très très peu. Mais en tout cas, maintenant, pareil, je vois à 40 ans, quoi. Et moi, ma vie d'entrepreneur, maintenant, je la vois à 40 ans. Tu vois, avant, je la voyais à 5 ans. Je me dis, ouais, dans 5 ans, peut-être que je ferai un exit, on sait pas. Même si je voulais pas vraiment revendre, mais je revendrai peut-être à mes associés, à mes salariés. Peut-être que maintenant, je me dis, j'ai 40 ans pour faire un truc de malade. Du coup, à la fois, j'ai le temps, mais à la fois, j'ai un objectif qui est tellement ambitieux qu'il va falloir que je me sorte les dos du cul, quoi. Trop bien. Une belle, sans doute, phrase de fin. Enfin, non, pas une phrase de fin, parce que
Le rituel, excuse-moi, de Phoenix, c'est que tu termines avec une phrase, justement. Ah, moi, la seule phrase que j'ai, c'est si vous voulez faire un truc, sortez-vous les doigts, quoi. Magnifique, j'adore cette phrase. Franchement, trop cool. Merci beaucoup, Greg. C'était hyper intéressant, hyper inspirant. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir donné de ton temps. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Je suis resté un petit peu longtemps sur la prépa, mais j'espère que Mais l'analyse, c'était important. j'espère que l'analyse servira un petit peu aux gens de cette séance sur l'échec et psychothérapie en même temps. Non, mais trop cool. Franchement, c'est cool que tu aies pu parler de ton échec scolaire comme ça, avec beaucoup de recul. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront du coup, parce que notre génération, on est un peu tous, à mon avis... On s'est pris des claques à différentes. Ouais. La crise de sens, je pense qu'on l'a tous à un moment, et même les gens qui font des grandes carrières brillantes, etc. Ce que tu disais, hein. On l'a à 20 ans, on l'a à 30 ans, on l'a à 40 ans, mais cette crise de sens, on l'a tous à un moment, ouais. C'est clair. Eh ben écoute, merci beaucoup Greg encore une fois. Je te souhaite tout de bon pour Germinal. Et puis, à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.